Et quand il est arrivé au pouvoir, et qu'il y a montré beaucoup finalement de constance, en réalité, il a montré de la cohérence, il a montré de la continuité, il a montré de la volonté. Il restera le patron de la diplomatie, il restera le patron des services de sécurité. Je pense que les Marocains sont conscients que le pouvoir du roi fait l'équilibre sur la dispersion logique, démocratique de l'élection. Pour éviter que ça ne devienne ou conflictuel ou que ça n'aboutisse à la paralysie, l'autorité du roi. Maroc en phase avec les enjeux de son époque, mais fidèle à la tradition de la dynastie alaouite. Il y aura toujours une part, je dirais, irréfragable de mystère, d'indicible dans la relation entre les Marocains et leur roi, qui nous échappe à nous, complètement. À nous, républicains européens. Qui nous échappe. Et il faut le reconnaître, il faut avoir la modestie, le reconnaître. La qualification du Maroc pour la demi-finale du mondial au Qatar en 2022 est l'un des temps forts de cette compétition. Cette performance n'est pas un simple exploit sportif, mais l'aboutissement d'une stratégie décidée au sommet de l'État. Le roi a mis en place, avec toute une équipe, un plan dès 2008 pour le développement du football dans le royaume, avec une véritable réflexion et une construction pour aboutir à des résultats qui ne doivent pas être des exploits isolés. Grosse politique de formation des jeunes à travers tout le pays. La construction d'un centre d'entraînement top niveau, à la hauteur de ce qui se fait dans tous les plus grands pays de football. La mise en place d'un championnat qui est le meilleur championnat d'Afrique. L'organisation pour toutes les catégories d'âge de plein de matchs amicaux sur tout le continent. Mohamed VI a compris que le football était un vecteur d'influence sans pareil dans le monde. Donc, rapidement, il s'est dit, il faut que les résultats de l'équipe nationale soient à la hauteur de nos ambitions. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il compte sur les meilleurs joueurs marocains qui font les beaux jours des principaux clubs européens. Il y a une vraie politique, la même politique qu'il a eu aussi dans d'autres domaines sectoriels. On fait revenir les meilleurs ingénieurs, on va à la City de Londres pour faire revenir des financiers aux États-Unis. Et bon, on va appliquer la même politique dans le domaine du sport. Le parcours des Lions de l'Atlas déclenche une ferveur dans le monde arabe et en Europe. Pourquoi les pays émergents, surtout les plus riches, veulent organiser des compétitions, soit pour le football, pour les Jeux Olympiques, pour toute autre compétition? Parce que c'est un facteur d'influence. Donc le Maroc a raison d'être présent sur, si je puis dire, sur ce marché de la compétition sportive. Et moi, je ne veux pas que ce soit toujours les mêmes grands pays, souvent qui ne sont plus occidentaux d'ailleurs, les mêmes grands pays qui organisent les grands événements. Et compte tenu des résultats sportifs du Maroc, vous avez parlé du football, mais il n'y a pas que le football, le Maroc a des qualités à faire valoir. Combien de pays auraient été capables aujourd'hui de séduire la FIFA pour faire partie d'un pôle d'organisateurs comme ça va être le cas pour la Coupe du Monde 2030? Je crois pas en fait. Je crois pas qu'il y en ait d'autres. Hein. La relation du palais est venue immédiatement pour dire les relations entre Mohamed VI et Emmanuel Macron ne sont ni bonnes ni amicables, de manière claire. Combien de fois, au gouvernement, à l'Élysée, si vous ne mettez pas un peu d'affectif avec le Maroc, vous n'y arriverez pas. Vous êtes en face de la monarchie la plus ancienne du monde avec celle du Japon. Ne vous comportez pas comme avec des diplomates. Et ensuite, il a posé de manière maintenant de plus en plus précise quelque chose de très simple. Soit, effectivement, vous êtes avec moi, soit vous n'êtes pas avec moi. 15 pays européens ont accepté de dire le Sahara est marocain, et la France, ancienne puissance tutélaire, amie du Maroc, ne l'a toujours pas fait. Et là, pour les Marocains, c'est incompréhensible. Si vous êtes avec moi, faut pas faire comme les Français. Faut faire comme les Espagnols, les Allemands, les Américains, pas faire comme les Français. C'est-à-dire que les Français disent que le plan d'autonomie marocain est une solution crédible pour l'avenir du Sahara. Non, il faut pas dire ça. Il faut dire que c'est la solution, la plus crédible. Tant que votre wording n'a pas évolué, on aura un problème, vous et nous.
Mon sentiment personnel est que le Maroc, comme toutes les puissances en devenir ou moyennes ou grandes puissances, a une politique de renseignement très efficace. Et je pense personnellement qu'elle fait le maximum pour recueillir le maximum d'informations sur tout ce qui peut avoir attrait à sa puissance, à son influence. En réalité, pour moi, la relation France-Maroc, elle a été relancée d'abord à Marrakech, par ses relations économiques, financières, et par l'entretien que j'ai eu avec le Premier ministre marocain, qu'en plus je connais de longue date, et la relation personnelle, ça joue beaucoup, puisqu'il était mon homologue ministre de l'Agriculture au moment où j'étais ministre de l'Agriculture français, entre 2009 et 2012. Il y a eu ensuite des visites bilatérales, il y a eu Casablanca, et nous avons travaillé de manière très opérationnelle, en regardant sujet par sujet, projet par projet. Et elle a franchi un pas qui peut paraître très difficile à comprendre et à déchiffrer pour d'autres personnes que des diplomates aguerris, mais qui est un vrai pas politique majeur à travers une décision qui est de financer un projet de développement d'une infrastructure énergétique qui va relier Dakhla avec Casablanca. C'est déjà un geste politique qui, je pense, n'a pas échappé aux autorités marocaines. Maintenant, il s'est passé un certain nombre d'années, il y a eu une évolution de la région. Je crois qu'il va falloir qu'on réexamine cette position. En tous les cas, j'ai écrit au président de la République française mon sentiment sur ce sujet, que nous sommes en 2024 et que 2024 n'est plus tout à fait 2007. Et que sur ce sujet, il me semblait que nous devions évoluer. Quelques semaines plus tard, le 30 juillet, de façon totalement inattendue pour la communauté internationale, le président Macron rompt avec la doctrine diplomatique traditionnelle de la France. Dans une lettre au roi Mohamed VI, il apporte son soutien à la marocanité du Sahara occidental. Qu'est-ce qui est continuité, rupture entre Hassan II et Mohamed VI? C'est une question qui a souvent été posée parce que c'est pas du tout le même style. Bon. Pour Mohamed VI, cette gouvernance royale repose sur le consensus, sur le consentement. C'est une affaire d'équilibre. Mohamed VI a été très différent dans son approche. Il a été beaucoup plus actif, sans doute, sur la scène africaine, beaucoup plus présent sur le plan intérieur et extérieur que ne l'était son propre père. Mais il l'a fait avec une méthode beaucoup plus, j'allais dire, raffinée, douce, moins exaltée et moins antagonique. C'est le roi des jeunes. Lui, il est en phase avec sa génération. On le voit aussi dans les magazines. On le voit pour la première fois faire du jet ski, par exemple. C'est un roi que l'on croise au volant de sa voiture et que les Marocains peuvent apprécier et puis même toucher, palper. C'est un roi qui enlève certains codes du protocole aussi. Les discours du roi sont des moments rituels de très grande pédagogie. Il les veut très pédagogiques, ces discours. C'est là où il passe ses messages. Entre les deux, c'est au gouvernement de communiquer. D'abord, il y a une différence fondamentale, c'est que le maître du décorum en France n'est que provisoire. Le maître du décorum au Maroc, il a des siècles d'histoire. Et des siècles qui font la différence. Il n'y a pas de remise en cause de ce qu'il est. Il peut, lui, laisser son empreinte et par définition, c'est d'autant plus facile au Maroc que le roi est également commandeur des croyants. Premier voyage au Maroc, la modernité telle qu'on la voit maintenant n'existait pas. C'était le premier voyage au Maroc. La modernité telle qu'on la voit maintenant n'existait pas. Il y avait certaines villes avec les chèvres encore au milieu des voies de passage. Des autoroutes, il y a un TGV, il y a des extensions, il y a des aéroports. Il y a un roi qui a su aussi lancer des grands chantiers d'évolution. Quand je suis allé au Maroc, je suis allé plusieurs fois en tant que chef d'État, il y a eu beaucoup de projets d'investissement où les entreprises françaises étaient directement impliquées. Et puis j'avais compris aussi que le roi voulait montrer que le Maroc pouvait être en avance sur un certain nombre de thématiques. Et par exemple, la question du climat. Et l'affaire de la COP nous a quand même beaucoup rapprochés. N'oublions jamais qu'après la COP de Paris, ça a été la COP
à Marrakech, et que le roi m'avait fait la démonstration de tous ces champs de solaire où il compte faire des énergies renouvelables. Je rappelle que le Maroc n'a pas de ressources pétrolières ou gazières significatives, et donc fait le pari de l'énergie renouvelable. Et ça nous avait quand même considérablement rapprochés. Mohamed VI, très tôt après son arrivée au pouvoir, a été confronté à la question islamiste. On a vu qu'il y avait des cellules dormantes dans le pays, et donc il a pris cette question-là avec une extrême attention, et il a mis tous les moyens sécuritaires et de renseignement du royaume déjà pour essayer d'identifier, de comprendre ce qui se passait dans son pays, dans quel cadre cela intervenait, pour circonscrire sécuritairement déjà la menace. Au Maroc, il était encore, j'allais dire, à la tête du gouvernement. J'ai vu un parti qui certes défendait un certain nombre d'orientations que je ne partageais pas, mais qui en même temps était ouvert au dialogue. Et puis il y a eu l'alternance démocratique. Et cette alternance démocratique, je pense qu'elle montre une évolution et une forme de maturité de la vie politique marocaine. Vous avez tous les États membres du FMI, vous avez les pays du G7, les pays les plus riches de la planète, vous avez tous les pays du G20. Donc ce sont des moments extrêmement importants, pas simplement du point de vue économique et financier, mais aussi du point de vue politique. Je me suis battu aussi pour que ce soit maintenu, très franchement, en discutant avec nos partenaires européens, partenaires du G7, pour dire il faut que ça ait lieu à Marrakech. C'est symbolique, c'est très important. Les États membres du FMI, vous avez les pays du G7, les pays les plus riches de la planète, vous avez tous les pays du G20. Donc ce sont des moments extrêmement importants, pas simplement du point de vue économique et financier, mais aussi du point de vue politique. Je me suis battu aussi pour que ce soit maintenu, très franchement, en discutant avec nos partenaires européens, partenaires du G7, pour dire il faut que ça ait lieu à Marrakech. C'est symbolique, c'est très important.